Allez, rapide! Le combat était acharné. Arthur, notre protagoniste, essayait du mieux qu'il pouvait de tenir tête face à son adversaire. Et contre toute attente, il y parvenait. Waouh! Excellent. Caspian était surpris par les performances de notre jeune héros et il voulait le tester davantage. Après tout, il voulait savoir quel genre de personne Madame Flamesworth s'était autorisée à sponsoriser. Au son des épées et des pirouettes d'esquive impressionnantes, il était évident pour tout le monde que c'étaient des combattants d'un tout autre niveau qui se tenaient sur la scène. Caspian envoyait un coup de coude dans le bide d'Arthur et se téléportait tel un ninja dans son dos avant de lui asséner un coup de manche d'épée. Notre héros l'avait senti passer. Aucun répit ne lui était accordé. À peine il avait touché le sol que Caspian s'était déjà jeté sur lui, prêt à en découdre. La réactivité d'Arthur était digne d'un maître. Lui aussi s'était élancé à l'assaut. Le bruit de l'impact occasionné par la rencontre de leurs lames témoignait de leur puissance respective. Les deux combattants n'avaient d'autre choix que de prendre du recul avant de repartir à l'attaque. Arthur s'était rendu à l'évidence. C'était évident que ce combat n'était pas à mon avantage. Mes muscles sont sous-développés et je suis à plus d'un pied plus petit que lui, ce qui est loin de quand j'étais à mon apogée. Bien que mon corps soit plus solide depuis l'assimilation du dragon Sylvia, je ne vaux encore rien face à un combattant vétéran pourvu d'un corps amélioré avec une énorme quantité de mana. Malgré tout l'entraînement qu'avait subi notre protagoniste, il n'était pas encore habitué à son corps sous-développé. Caspian l'extirpait de ses pensées en disant « Je te prie de m'excuser de t'avoir sous-estimé. Je vais devenir un peu plus sérieux maintenant. » À cet instant précis, Arthur ressentait des frissons le parcourir. La réalité était que son corps lui criait de bouger pour fuir. Arthur venait comme ça à l'instant d'esquiver instinctivement une balle de vent supersonique. Caspian disait « Il semblerait que Madame Flamesworth ait ramené quelqu'un qui en vaille la peine, après tout. » Avant de lui envoyer une autre balle de vent, laquelle fut esquivée de justesse par notre héros. Arthur pensait « Les balles de vent sont rapides et impossibles à voir, mais leur trajectoire est prévisible. J'ai besoin de réduire la distance si je veux avoir une chance de le battre. » Il passait instantanément à l'assaut, s'élançant dans une série de pirouettes d'esquive impressionnantes, se rapprochant peu à peu de son adversaire. « Je suis à portée !» Notre protagoniste venait à l'instant de dévoiler son talent pour la magie du feu, ce qui avait mis bouche bée les autres examinateurs. Son dragon était fier de lui, tandis que Madame Flamesworth restait indifférente. Après tout, elle avait connaissance du plein potentiel d'Arthur. Caspian esquivait avec classe l'attaque d'épée de feu de notre héros et disait « Alors comme ça, tu es un mage du feu ?» Il souriait. Arthur ne lui laissait aucun répit. Notre protagoniste enchaînait les attaques. Le combat était si intense qu'on aurait dit un combat d'égal à égal d'aventuriers de rang AA. Un sourire inquiet se dessinait sur le visage de Caspian et il pensait « Le résultat aurait déjà dû être clair. J'étais un aventurier de rang AA, capable d'incanter des sorts à longue distance qui pourraient tuer la plupart des augmentaires. Alors, pourquoi suis-je nerveux ?» Cette situation ne plaisait guère à Caspian, lequel hurlait à Arnott de ne pas être arrogant, avant de l'envoyer valser d'un violent revers d'épée, telle une balle de tennis frappée par une raquette. Il enchaînait instantanément avec des incantations plus rapides de balles de vent. Notre héros se demandait si son adversaire avait déjà remarqué qu'il était fatigué et en difficulté. Toutefois, il esquivait les balles de vent, à la surprise de Caspian qui le trouvait impressionnant. Mais il restait néanmoins en difficulté face aux attaques de l'aventurier, lesquelles le poussaient dans ses derniers retranchements. Jasmine était en alerte, le combat était devenu un peu trop sérieux. Har avait une idée brillante, se servir de sa magie de feu sous ses pieds comme propulseur à fusée afin de surprendre Caspian. L'astuce était un succès, l'examinateur était acculé. Caspian ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Était-il en train de perdre ? Il était hors de question que cela se produise. Il se déchaînait, dégageant une aura monstrueuse, laquelle envoyait valser Arthur.
La violence du vent dégagé pouvait témoigner de la rage de Caspienne. Notre protagoniste pensait « Ouf, j'ai eu chaud !» Les deux combattants se faisaient de nouveau face, parés à attaquer. L'expression faciale de Caspienne avait viré au sérieux. Il était clair qu'il allait faire du sale. Jasmine était déjà en position d'intervention rapide, aussi bien que Sylvie, le dragon d'Arthur. De base, notre protagoniste ne voulait pas montrer inutilement ses pouvoirs, mais là, il allait utiliser sa magie de foudre, telle qu'il l'avait une fois fait lors d'un combat avec son père. Cependant, il allait l'employer de manière interne, ce qui veut dire que personne ne pourra le remarquer en le regardant de l'extérieur. Il augmentait ainsi considérablement sa vitesse et ses réflexes et passait à l'assaut. Stop! Cependant, Caspienne décide de terminer le test ici. « Mais qu'est-ce que tu fais, Caspienne? Juste au moment où ça devenait intéressant !» Il s'excusait de s'être emporté et disait avoir réalisé qu'Arnott voulait être placé à un rang inférieur, auquel cas il aurait montré toutes ses compétences dès le début. Arthur était surpris qu'il l'ait remarqué. Notre protagoniste recevait ainsi le grade de rang B. Caspienne lui demandait si cela lui convenait, et notre héros hochait la tête en signe d'approbation du grade qui lui était attribué. Pour les autres, c'était un monstre. Elijah était impressionné, tandis que Lucas, lui, arborait une expression très envieuse. Dans le silence de son bureau, Caspienne, le chef de guilde, était plongé dans une profonde réflexion. Assailli par les souvenirs du moment où notre protagoniste l'avait confronté, il frissonnait encore à cette pensée. Ses collègues examinateurs l'avaient rejoint, tous aussi perplexes. Ils étaient tous témoins d'un événement extraordinaire, survenu sans préavis. Le bureau était empli d'une tension palpable, alors qu'ils tentaient de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi y avait-il soudainement autant de candidats de rang B? Et pourquoi étaient-ils si jeunes? Les questions fusaient, réclamant des réponses de la part du chef de guilde. Caspienne admettait leur bon droit. Ils avaient raison, ils n'avaient pas encore été mis au courant. En réalité, ils ont reçu dans le lot de candidats d'aujourd'hui les représentants des autres royaumes elfes et nains en tant qu'aventuriers, étant donné que la restriction qui les empêchait de devenir aventuriers dans le royaume des humains avait été levée. Vraiment? Parmi eux, il y a Lucas Wykes, un demi-elfe, pur produit de la célèbre maison Wykes, connue pour leurs méthodes douteuses et dangereuses pour entraîner leurs mages. Même si les circonstances de sa naissance sont confidentielles, il est probablement né en tant qu'esclave elfe et a été forcé de devenir un aventurier afin d'améliorer ses compétences en combat réel, puisque sa famille a atteint la limite de progression qu'elle pouvait lui fournir grâce au noyau de bête. Nous avons ensuite Elijah Knight, le mystérieux garçon aux lunettes, élevé par des nains et doté de capacités extraordinaires. Il a été recommandé par un puissant sponsor que Caspien ne peut réfuter. Mais quelles sont les origines obscures de cet enfant prodige? Enfin, il y a Artnote, le mystérieux augmenteur masqué dont le passé reste enveloppé de mystère. L'examinateur George était empli de frissons de frayeur en pensant à cet enfant, notre protagoniste. Caspienne restait curieux de savoir qui est cette personne que Madame Flameworth sponsorise. Tout ce qu'il venait d'annoncer à ses collègues devait rester secret, au moins jusqu'à l'annonce officielle. Ils acquiesçaient avant de s'en aller. Maintenant, ils étaient tous au même niveau d'information. Au cœur du royaume elfique, une jeune fille se tient sur un balcon, perdue dans ses pensées. C'est Tessia, la princesse elfique que notre protagoniste avait jadis sauvée lorsqu'il était encore un enfant. Prise d'une crise de jalousie, elle observe avec une certaine inquiétude Arthur, un peu trop proche de la fille de Vincent. Elle ressent le besoin impérieux de découvrir la véritable nature de leur relation. Ma toute belle. Wow, mon Arthur. Pendant qu'elle se débat avec ses émotions, son grand-père apparaît soudainement pour lui annoncer une nouvelle d'importance capitale. Il lui révèle qu'elle aura bientôt l'opportunité de fréquenter la même école qu'Arthur. Désormais, avec la levée des restrictions sur l'accessibilité au métier d'aventurier, l'école du royaume de Sapin ouvre ses portes à des étudiants de toute race, proclament ses parents. Tessia est envahie par un enthousiasme contagieux à cette idée. De l'autre côté, Arthur, notre protagoniste, se trouvait à l'accueil de la guilde afin de récupérer sa carte d'aventurier. C'était fait. Il est officiellement un aventurier et, en tant que tel,
les actions qu'il entreprendra sous le pseudo de Note n'auront aucun lien avec Arthur Lewin. Notre héros se réjouit à cette idée. Accrochez-vous, car l'aventure ne fait que commencer. C'est le début après la fin, après tout. Un peu plus tard, Arthur et Jasmine se préparent à franchir le portail de la clairière des bêtes, un lieu où les dangers pullulent et où seuls les plus forts survivent. C'est très calme. Notre protagoniste fait remarquer que l'endroit semble un peu trop calme pour un nom aussi flippant. Jasmine laisse entendre qu'en réalité, le niveau de dangerosité augmente à mesure qu'on s'éloigne de la porte d'entrée, ce qui semble plutôt logique. Ah oui, c'est clair. Les repas de l'entrée attisaient déjà l'appétit de Sylvie, qui ne tardait pas à aller à la chasse. Les autres s'étaient élancés dans une course effrénée. Leur premier arrêt devait leur prendre la journée entière. Si le niveau de dangerosité est suffisamment monstrueux en journée, la nuit, c'est une toute autre histoire, disait Jasmine. Ils avaient plutôt intérêt à arriver avant la tombée de la nuit. La mission première de notre protagoniste était dès lors de suivre le rythme de sa tutrice, ce qu'il fit tant bien que mal. Ils arrivèrent finalement à un point de repos. Arthur était épuisé. Pour notre héros, sans sa maîtrise de la technique de rotation du mana apprise par Sylvia, il n'aurait jamais pu suivre le rythme. Jasmine était assez impressionnée qu'il puisse tenir le rythme pour quelqu'un au palier rouge. Arthur était curieux de savoir pour quelle raison sa tutrice était devenue une aventurière. Pour s'éloigner de sa famille, répondait-elle. Elle était consciente de la curiosité de notre protagoniste au sujet de sa famille, ce, depuis les événements de la guilde des aventuriers. De fait, elle décide de lui raconter son histoire. Elle est issue de la prestigieuse lignée des Flamesworth, célèbre pour ses puissants mages du feu, dont la renommée s'étend aux confins du royaume. Pendant la guerre contre les elfes, leur pouvoir incandescent était une arme redoutable, symbole de force et de bravoure. Jasmine s'était éveillée bien avant ses frères et sœurs et son éveil fut salué comme un miracle. Mais l'éclat de cette joie se ternit rapidement lorsque l'on découvrit sa singularité. Aucune affinité avec l'élément du feu ne coulait dans ses veines. Une anomalie qui, aux yeux de ma famille, fit de moi un électron libre. L'étrangère dans un lignage voué aux flammes. Arthur était bouleversé en entendant cette histoire. Il trouvait absurde de croire qu'une affinité élémentaire puisse être intrinsèquement supérieure à une autre. Pour lui, la véritable force réside dans l'habileté de l'utilisateur et dans la manière dont il manie son pouvoir. Il trouvait incompréhensible qu'un talent aussi exceptionnel que celui de Jasmine, au palier jaune à seulement 24 ans, puisse être ignoré simplement en raison de son lien avec l'élément du vent. Jasmine trouvait l'attitude d'Arthur vraiment amusante. En réalité, notre protagoniste essayait de réconforter Jasmine, mais elle avait déjà trouvé sa propre force en compagnie des Twin Horn, l'équipe d'aventuriers constituée par les parents d'Arthur. Ces derniers prenaient bien soin d'elle. Alors que nos héros se préparaient à se reposer, Jasmine révéla que lorsqu'elle parle avec Arthur, elle ne ressentait pas la présence d'un enfant. Mais notre protagoniste feignait le sommeil afin d'éviter de répondre à cette confession. Ah, tu es réveillée ? Jasmine l'a amené dans ce lieu dans l'intention de le former du mieux qu'elle le peut. Elle avait remarqué qu'Arthur était un peu maladroit dans son style de combat, comme si sa tête disait une chose, mais que son corps ne l'écoutait pas. De fait, elle avait besoin d'évaluer tout d'abord ses compétences avant de faire un run de donjon ou une mission. Elle lui demanda de limiter son utilisation de la magie et de combattre uniquement avec son épée. D'accord. Sa véritable épée. Arthur était surpris en entendant cela. Comment avait-elle su pour le bâton ? Il se le demandait. Ça n'avait plus d'importance. Prête ? Je t'attends. Et moi qui pensais l'avoir bien caché. J'ai encore beaucoup à apprendre, on dirait. Il dégaina alors l'épée, dont l'apparence surprit Jasmine. J'arrive. Notre héros passait à l'attaque. Le combat qui s'ensuivit fut impressionnant. Arthur comprenait qu'il s'était trop reposé sur la magie ces derniers temps, oubliant en quoi il excellait dans son ancienne vie, l'art de l'épée. Notre protagoniste avait l'impression de se battre dans les profondeurs de l'océan. Ses mouvements étaient considérablement ralentis. Au final, Jasmine l'emporta haut la main, même en se retenant.
Son analyse des compétences d'Arthur était qu'il manque d'entraînement physique et ses mouvements sont maladroits. Cependant, il compense cela avec sa maîtrise parfaite de technique. De plus, son intuition et ses réflexes sont excellents au point d'en être presque effrayants. Tu deviendras naturellement plus fort au courant des missions et des runs de donjons. Et une fois adulte... C'est trop long. Notre protagoniste répondait cela car il ne pouvait pas attendre si longtemps. 2 ans. 2 ans, c'était la limite de temps que se fixait Arthur pour retrouver ses compétences datant. Il s'est écoulé 2 ans depuis lors. Sous le ciel bleu-azur, dans une taverne de la place, des murmures s'élèvent autour d'un mystérieux aventurier masqué relatant ses exploits incroyables. « Tout ça n'est que du baratin !» déclare haut et fort un aventurier visiblement frustré. Il fallait le comprendre. Il est un vétéran de rang B, comme la plupart des aventuriers présents dans la taverne. En effet, certains sont bloqués au rang C depuis longtemps. Alors comment un gamin fraîchement sorti de l'examen peut-il passer au rang B et peu de temps après, prétendre explorer les donjons en solo? Le vétéran dit qu'il va lui donner une leçon s'il le voit. À ce moment précis, l'objet des rumeurs entre dans la taverne pour récupérer sa ration. Il est instantanément provoqué par le costaud frustré, sous les yeux de tous. Alors, comme ça, tu fais les raids de donjon seul? Ne fais pas ça! C'est à toi que je parle, petit. Notre protagoniste l'ignore, n'ayant que faire de ses provocations. Dans cette situation, le vétéran se mettait à rire. Et soudainement, Arthur est attaqué par derrière d'un puissant coup d'épée de ce dernier qu'il esquive sans effort, à se demander si le vétéran avait manqué exprès sa cible. Arthur lui lance un regard sombre, n'ayant pas de temps à perdre avec des individus comme lui. Pris de panique, l'aventurier brandit instinctivement son épée et attaque à nouveau. Mais peu importe ses efforts, ses coups sont insignifiants. Après un mouvement rapide de notre héros, des doigts volent dans les airs, sous les regards stupéfaits de tous. Ce sont ceux du vétéran, lequel hurle de douleur. L'atmosphère de la pièce devient soudainement oppressante, Arthur libérant son aura écrasante, montrant ainsi sa suprématie. Il demande à son provocateur d'un regard glacial « As-tu fini ?» Puis il récupère son sac de rations au comptoir avant de s'en aller. Vite! Apportez de la glace pour ses doigts! Faites aussi venir le soigneur en urgence. Il semblerait que les rumeurs soient fondées. Ah, te voilà. On doit y aller. Dehors, Jasmine lui demande ce qui lui a pris autant de temps. Arthur répond « La serveuse a mis du temps à trouver les rations. » Vraiment? Pourquoi y a-t-il du sang sur ton masque alors? Notre protagoniste vérifie précipitamment. « Heureusement, ce n'est rien de permanent, » dit-il en souriant. Les 2 aventuriers se dirigent en direction du groupe avec lequel ils effectueront une dernière mission avant qu'Arthur ne rejoigne l'école telle que promis à ses parents. En chemin, notre héros leur écrit une missive. Il a travaillé sans relâche en tant qu'aventurier pour augmenter son niveau. Entre 2 missions, il consacre son temps à s'entraîner avec Jasmine. Elle le guide dans sa condition physique et lui transmet tout ce qu'elle sait sur la magie du vent. En contrepartie, Arthur lui enseigne de meilleures techniques d'épée. Il a réussi à atteindre le stade orange clair de son développement durant tout ce temps. Quant à son dragon, Sylvie, elle a décidé de se renforcer encore davantage avant qu'ils ne partent tous les 2 à l'école dans quelques semaines. Il est heureux que Lilia, la fille de Vincent, se soit enfin éveillée. Cependant, il leur demande d'empêcher oncle Vincent de lui prendre un tuteur. Il faudrait la laisser s'entraîner seule pour l'instant. Peu de temps après, ils avaient rejoint le groupe. Notre héros voyait des têtes familières, Lucas Wykes et Elijah. Tous les membres se présentèrent. Réginald Bazion, un augmenteur de rang A, avec un attribut de terre, cœur de mana jaune. Il se présente. Lucas Wykes, un conjureur de rang A jaune foncé, spécialisé dans le feu. Criol Masseur, un augmenteur avec l'attribut de l'eau. Il sera le tank de l'équipe. Elijah Knight, un conjureur de rang A, orange foncé, avec une spécialisation unique en terre.
Oliver Embert, un conjureur de rang A au palier jaune foncé, est également un soigneur. Il était un peu arrogant dans sa présentation, comme s'il voulait impressionner quelqu'un. La présentation continuait avec Samantha Tempest, un conjureur au palier jaune foncé avec une spécialisation unique en eau. Puis Brald Landon, le chef d'équipe, un augmenteur récemment devenu rang AA au palier jaune clair avec un attribut de feu. Jasmine se présentait à son tour comme étant une augmenteur de rang AA au palier jaune clair avec un attribut de vent et elle est également ambidextre. Et Note, un augmenteur de rang A au palier orange clair avec un attribut de feu. Les présentations faites, l'équipe se dirige dans les profondeurs du donjon. Une fois à l'intérieur, quelque chose de bizarre se fait ressentir, incitant le chef à demander à tous de rester sur leur garde. Cette pierre qui venait de tomber leur faisait découvrir, au-dessus de leur tête, des monstres chauves-souris, lesquels attaquaient instantanément. Le soigneur était visé en premier par l'une des créatures, mais avec une précision chirurgicale, les lames de Jasmine tranchaient le monstre tel du beurre, lequel se faisait écrabouiller par le tank. Tous se mettaient instantanément en formation sous les ordres du capitaine. Les attaques étaient rapides. Le chef incitait l'équipe à ne pas gaspiller leur force et leur mana pour ces créatures. Cyclone de feu! Malgré ses dires, Lucas, têtu comme jamais, lance un grand sort de feu, lequel consume les créatures. Il semble satisfait de son exploit, mais se fait illico presto réprimander par Brald pour sa stupidité. Ce sont des créatures qui ne meurent jamais peu importe combien de fois vous les tuez. Vite! Partons d'ici avant qu'ils ne reprennent tous forme! Le groupe avance dans l'exploration et arrive finalement au point de l'entrée secrète trouvée par le chef lors de sa précédente mission. La raison pour laquelle il a monté cette équipe pour l'explorer. Il prévient l'équipe qu'à partir d'ici, il nage dans des eaux inconnues. Nous sommes tous partants, tu le sais bien. Tous sont d'accord pour poursuivre l'exploration. C'est quoi cette merde? Quelle chaleur! L'environnement ambiant était de plus en plus chaud à mesure qu'ils avançaient. C'était étrange. Qu'est-ce qu'il se passe? La réactivité de Har venait de sauver de justesse Samantha d'une attaque surprise. Était-ce un piège? Il se le demandait, mais Note disait qu'il s'agit d'une attaque de monstre, les incitant à avancer en étant sur leur garde. Un monstre? À ce niveau? Après cela, ils avancèrent dans leur exploration et le soigneur disait « J'espère au moins qu'il n'y aura plus rien de bizarre. Ne t'inquiète pas, Samantha, je suis là. » C'est encore quoi ça? Plus tard, un tremblement se fait ressentir. Préparez-vous! Soudain, un ver géant sort de terre. Cléo! Le capitaine hurle à Criol, lequel agit instantanément, invoquant une barrière d'eau pour protéger tout le monde. Le ver leur fonce dessus avec détermination, mais bizarrement, il dévie sa trajectoire et replonge en terre. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Les autres étaient plutôt ravis de n'avoir pas à se battre. Notre protagoniste était mal à l'aise face à cette situation. Quelque chose n'allait pas d'après lui. Oliver joue son arrogant en décidant d'avancer, même s'il se faisait retenir par les ordres du chef. Il voulait impressionner Samantha, lui disant qu'il allait la protéger. Arthur l'avait senti, c'était sur le point d'arriver. Tout allait très vite. Il hurle à Lucas d'incanter une barrière contre le feu, tout en essayant de tirer Brald vers l'arrière. Me donne pas d'ordre! Lucas s'exécutait même si cela l'énervait. Il était trop tard lorsque Note hurlait à Oliver. Une explosion faisait irruption, ravageant tout dans les environs. Samantha refroidissait l'espace avec son sort d'eau. La scène à laquelle ils assistaient les avait tous glacé le sang. Il ne restait plus que les os d'Oliver, laissant derrière lui sa gemme de mana. Pas de temps à perdre, Arthur la ramasse et la lance à Samantha afin qu'elle l'utilise pour sa baguette car elle est plus puissante et demande à tous de bouger. Ils devaient sortir de là avant qu'une autre éruption ne se produise. Tous se mirent à courir vers la sortie, mais le ver apparaît de nouveau, leur bloquant le passage. Chargez! Les sorts fusaient à l'endroit de la créature afin de l'exterminer le plus vite possible. Il fallait en finir vite. Elijah était déterminé dans son attaque. Il n'était pas prêt de lâcher l'affaire. Cependant, aucune égratignure n'était à noter sur le corps du monstre.
Brald, Jasmine et Reginald passaient à l'attaque. Surtout ne lâchez rien! On charge! Il faut en finir! Nous n'avons presque plus de temps! Allez! Vite! En retrait, Lucas était en train de paniquer devant la scène qui lui faisait face. Arthur s'était élancé. Il pensait « Les sorts de feu normaux ne sont pas assez puissants pour blesser ce monstre. Ça veut juste dire que les miens doivent être encore plus chauds. » Dans sa course, il imprègne sa lame avec un sort et se propulse vers le monstre avant de lui asséner une rotation d'épée, laquelle laissait une ouverture à Jasmine pour envoyer un sort de vent dévastateur. La douleur était apparemment intense. Le ver prenait la fuite après cette attaque, laissant à l'équipe un peu de répit. Lucas, qui était pris de panique il y a peu, disait d'un air hautain « Hein? C'est tout ce qu'il fallait pour effrayer ce ver géant ?» Soudain, tout se mit à trembler de nouveau et Lucas avait lâché son bâton. Arthur hurlait à tous. Le ver n'essayait pas de nous tuer. Il gagnait du temps pour la prochaine éruption. Tous se protégeaient instantanément. Brald courait vers Samantha, laquelle était prise de court. Jasmine tendait la main à Arthur, lequel avait remarqué que Lucas n'était pas au courant de la situation et il s'était élancé vers lui tout en lançant un sort de protection du feu. Le petit insolent venait de se faire protéger. Mais au lieu de remercier son protecteur, il lui disait de le lâcher. Une situation imprévue venait d'arriver. Le chef d'équipe avait perdu son bras droit en protégeant Samantha. Vite! Tenez-le fermement! Ça va faire mal! Il fallait agir immédiatement pour l'aider. Il perdait trop de sang. De fait, il fallait cautériser la plaie. Et ce n'était vraiment pas évident à endurer. Ils ont tout de même réussi à maîtriser la situation. Ouf, on a eu chaud, ce n'est pas passé loin. Kriol propose à Note de partager un sandwich spécial voyage pour les situations imprévues comme celles qu'ils viennent de subir. De l'autre côté, Lucas est très contrarié par tout ce qui se passe. Il avait rejoint cette mission car leur leader était un vétéran de rang AA. Non seulement le leader est à présent infirme, mais ils ont aussi perdu leur soigneur, hurlait-il. Brald s'est levé, très en colère, lui rappelant qu'il ne serait pas dans cette situation s'il n'avait pas fait tomber sa baguette tel un idiot. Arthur stoppe le conflit en libérant son aura écrasante. « Sors-toi la tête du cul », disait-il à Lucas, lui faisant comprendre qu'il n'est qu'un handicap pour l'équipe. Il rappelait à Brald qu'il doit prendre une décision avant qu'il n'avance plus loin, lui faisant comprendre que la plupart d'entre eux ont des blessures mineures, facilement gérables, mais lui, est-ce qu'il peut continuer ? Brald savait que cette mission serait probablement son dernier raid de donjon en tant qu'aventurier, et il était déterminé à la mener à bien. Malgré le fait qu'il ne disposait que d'un seul bras, il demeurait un augmenteur de rang AA et refusait d'être perçu comme un fardeau. Cependant, il reconnaît ses limites en tant que leader et suggère qu'Arthur prenne sa place. Il avait observé la capacité de notre protagoniste à prendre des décisions éclairées et à rester imperturbable dans les situations les plus imprévisibles. L'équipe était unanime et Arthur accepta le rôle de meneur. Après une brève pause de récupération, l'équipe reprit son périple. Cette fois-ci, leur progression fut entravée par un gigantesque mur. Ce mur n'était pas là lors de ma précédente visite, disait Brald. Alors, il ne va pas faire long feu. Les tentatives de Reginald pour le détruire étaient vaines. Essaye encore une fois, disait Jasmine, laquelle avait apprêté des sorts de vent. Ok, avec plaisir. La combinaison de leurs forces avait eu raison du gigantesque mur. Il se faisait éblouir par une lumière provenant de l'intérieur du tunnel. C'était l'éclairage d'un magnifique jardin paradisiaque. Bien que l'endroit semble idéal pour se reposer comme le propose Kriol, Arthur pressent un malaise vis-à-vis de ce lieu. Mais quoi ? Il ne le sait pas encore. Jasmine était quelque peu surprise par la vision qu'elle observait à l'horizon. Un homme souriant l'accueillait à nouveau à bras ouverts. C'était son père. Ouh, ma chérie, c'est vraiment toi ? De son côté, Kriol, le tank de l'équipe, apercevait une silhouette des plus importantes. Ne t'en Son va âme pas. sœur, sa défunte fiancée, surgissait devant ses yeux. Les mots désespérés d'Arthur, tentant de l'arrêter dans sa course folle vers cette vision, se perdaient dans l'air,
insuffisant face à l'appel irrésistible de l'amour retrouvé. Non! Reste là! Kriol s'était évaporé dans le brouillard. Jasmine expliquait qu'il est possible que cette brume qui les enveloppe cause des illusions. Arthur demanda incessamment à Samantha d'incanter une barrière de protection, ce qu'elle fit immédiatement. Il était inconcevable que la fiancée de Kriol soit vivante. Les amis du tank expliquaient qu'elle avait péri dans un donjon, et ils avaient eux-mêmes procédé à l'incinération de son corps. Lucas était toujours dans son délire et demande aux Énécils sont sûrs d'être des vétérans. Notre protagoniste demande à Jasmine d'utiliser un de ses sorts pour nettoyer la brume. Ok. Elle s'y met incessamment. Oh, mais qu'est-ce que... La brume dissipée laissait place à un paysage qui les rendait perplexes. Comment avait-il fait pour ne pas le remarquer? Ils observaient des vignes à perte de vue se rapprochant d'eux. Arthur était très inquiet face à cette situation, surtout que ces vignes avaient résisté à la magie de Jasmine. Lucas, à toi! Il demande à Lucas de faire son show, lequel n'attendait que cela depuis longtemps. Lucas envoyait l'un de ses sorts les plus puissants, mais cela n'avait aucun effet sur les vignes qui se rapprochaient dangereusement. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché? Reginald se voyait confier la lourde tâche de protéger les conjureurs pour qu'ils puissent préparer des sorts puissants. Comptez sur moi. Pendant ce temps, Arthur, accompagné de Brald et Jasmine, menait l'assaut pour se frayer un chemin. Les vignes se faisaient foudroyer par la magie du vent, du feu jaune et du feu bleuté. Cependant, peu importe leurs efforts, leurs actions semblaient vaines et impuissantes face à ces vignes. Toujours pas? Alors ça veut dire que... Arthur a une révélation. Le secret de leur invulnérabilité au feu réside dans la mousse qu'elle possède à l'intérieur d'elle. En les privant de cet élément vital, il pourrait les exposer à la destruction par les flammes. Son astuce était un succès. Notre héros observe autour de lui afin de regarder si l'équipe s'en sort. Tandis que Jasmine perfectionnait sa propre stratégie avec assurance et détermination comme attendu d'elle, Brald, lui, se montrait imprudent et téméraire dans ses actions. Il avait perdu la tête. Il se faisait ficeler par les vignes lorsqu'il fut rapidement secouru par Arthur, lequel l'enjoigne à cesser ses actions imprudentes. Lorsque tu as évoqué plus tôt ta dernière mission, était-ce parce que tu envisageais mourir ici? Lui demande notre protagoniste, en ajoutant que ce n'était pas le moment pour lui de tirer sa révérence. Ils avaient encore besoin de lui, de sa force et de son courage. Lucas se montre plus intelligent, recourant à un sort moins puissant mais néanmoins efficace, un sort hautement inflammable au contact. Elijah! Attention! Hein? Elijah, quant à lui, évite de justesse une attaque de liane grâce à l'intervention rapide de Brald et se presse de lancer un sort d'effondrement pour entraver la régénération des plantes. Samantha, loin de rester en retrait, démontre ses compétences hors du commun en invoquant un sort d'une puissance époustouflante, parvenant à extraire l'eau des vignes dans l'optique de les assécher. Elle fut complètement épuisée par ce sort. Cependant, toutes leurs superbes tentatives qui semblaient pourtant bien fonctionner se soldent par un échec cuisant à leur grande surprise. Arthur constate que les vignes absorbent la brume. Il s'empresse alors de le signaler à l'équipe quand il remarque ses compagnons figés, observant le ciel avec des regards emplis de terreur. « Qu'y a-t-il » Notre héros se retourna alors à son tour et fut tout aussi frappé d'une grande frayeur par ceux qui l'observaient. Le véritable monstre émerge de l'épaisse brume, une créature dont il n'avait entendu parler que dans les contes les plus sombres. Il faisait face au gardien des bois anciens, un monstre de mana de classe S. Le désespoir était palpable dans l'air. La situation était désastreuse. Non seulement ils étaient sur le point d'affronter une bête gigantesque, mais ils venaient aussi de découvrir que l'un de leurs compagnons était déjà tombé au combat et se trouvait à l'emplacement du cœur du monstre. Le choc émotionnel fut si intense que Reginald, consumé par la rage, s'enveloppa dans son armure de pierre pour se lancer dans une attaque aveugle. Notre protagoniste, tentant de le retenir, fut propulsé en arrière par l'onde de choc de sa métamorphose. Arthur,
maître de la situation, ordonna à Elijah de protéger Reginald des attaques de la créature, tandis que Jasmine insistait pour partir au plus vite. Mais Arthur se tint ferme. Il ne pouvait pas les abandonner. Il avait fait une promesse. Jasmine, confrontée à ses propres promesses envers sa famille, insista sur le fait qu'elle devait le protéger cette fois-ci. Conscient des motivations de Jasmine, Arthur affirma qu'ils sortiraient tous de cette situation ensemble. La situation était tendue, les attaques du monstre étaient puissantes. Reginald se battait avec acharnement, donnant ainsi une occasion propice aux autres pour se diriger vers la sortie. Arthur donnait des directives à Elijah. « Elijah, couvre Jasmine le temps qu'elle attrape Brald et court immédiatement vers la sortie. » Elijah acquiesce. Cependant, le monstre était redoutable et Reginald se retrouva pris au piège, sous le regard apeuré de tous. « Non, pas ça !» S'ils ne réagissaient pas rapidement, leur valeureux compagnon serait condamné à mourir. La créature émettait un hurlement de satisfaction, avant de les attaquer de nouveau. Ce n'était pas passé loin. Vite! Vite! La sortie! Lucas était plongé dans ses pensées, totalement déboussolé. La sortie était juste devant lui. La peur s'était emparée de lui, lui murmurant des idées de mort imminente. Pas possible pour un descendant de la puissante famille Wykes d'avoir une mort si pathétique. Son devoir était de survivre, de perpétuer l'héritage de sa famille avec bravoure et détermination, se disait-il. Lucas, Notre protagoniste n'eut pu terminer sa phrase qu'il recevait de plein fouet une attaque de Lucas, à la surprise de tous. Une trahison dans cette situation ? C'était la question que pouvait refléter l'expression observable sur les visages des autres. Jasmine se précipita pour prêter main forte à son protégé, mais fut aussitôt prise pour cible par le traître. Cependant, avant qu'elle ne touche le sol, Elijah bondit à son secours, créant un mur de terre pour amortir sa chute. Rugissant de colère, Elijah ne pouvait réprimer son indignation, tandis que le pitoyable traître osait le narguer, lui intimant de ne rien tenter de stupide s'il ne veut pas subir le même sort. Il se moquait d'eux avec un mépris glacial, affirmant qu'ils devraient être honorés, car ils auront leur place inscrite dans les annales de l'histoire en tant que vaillants héros ayant retenu la bête, au nom de la survie du grand Lucas Wykes. Sur ces paroles, il lança un sort afin de fermer la sortie. Même si Elijah bouillonnait de colère envers ce traître, les attaques incessantes du monstre ne faiblissaient pas. Il sentait la fin approcher, prenant de plein fouet une attaque dévastatrice de la créature. Fermer les yeux semblait être la seule échappatoire, une façon de ne pas assister à sa propre destruction imminente. Le gardien hurlait en le regardant, déterminé à lui prendre son souffle par la nouvelle attaque qu'il venait de lancer. C'est alors que Brald surgit, invoquant un sort de feu pour le sauver de justesse. Il hurla à la créature, défiant sa cruauté. « Tu oses encore maltraiter ces enfants? Je suis ton adversaire !» Le gardien rugit de fureur, alors que l'aventurier de rang AA mobilisait toutes ses dernières ressources pour attaquer la bête titanesque. La situation était chaotique. Elijah se sentait dépassé. Brald se démenait de son côté, mais chaque effort semblait vain contre la puissance du monstre. Toutes les attaques de l'aventurier n'avaient servi à rien. La créature se régénérait sous le regard inquiet de Brald, qui ne savait plus quoi faire. Il souriait. La bête, déterminée à écraser l'insecte qui osait lui tenir tête, révélait sa terreur face aux attaques de l'aventurier. Brald l'avait compris. La peur avait embrassé son être. Notre protagoniste crachait ses entrailles. Il était sur le point de clamser. Cependant, il observe la scène et analyse la situation. Elijah est à bout de force. Jasmine est inconsciente. La sortie est bouchée. Brald est pris entre les griffes du gardien. Il devait agir. Il devait prendre une décision. Notre héros savait qu'il possédait encore une carte à jouer. Mais il ignorait si son corps fragile pouvait la supporter dans cet état. Pourtant, il n'avait pas le choix. Se levant avec détermination, il se métamorphosa. La phase 2 de son éveil se déclencha, l'intégration. Ce processus qui avait pris des décennies à Virion, le grand-père de Tessia et ancien maître d'Arthur, avait été maîtrisé par notre protagoniste en seulement 2 ans et demi. Arthur irradiait de puissance, des tatouages lumineux parcourant son corps, témoins de la manifestation de son pouvoir, un niveau bien au-delà de celui qu'il avait atteint lors de son affrontement avec l'invocateur du roi.
Sylvie, sentant que quelque chose d'extraordinaire se passait, s'envola immédiatement vers son père, lui transmettant par télépathie son inquiétude. Arthur lui demande de rester en retrait pour le moment, mais Sylvie insiste pour lui prêter main forte. Arthur, obstiné, lui réaffirme qu'elle devrait être prudente. Son dragon obéit, mais lui fait promettre de faire attention. Juste après, notre héros disait « Jouons », tout en regardant le gardien dans les yeux, lequel fut surpris par la présence qu'il ressentait à cet instant. Les deux passaient instantanément à l'assaut. Arthur canalise sa magie de glace, bien qu'il ne la maîtrise pas totalement. Le contre-coup commençait à se faire sentir et il savait qu'il devait en finir le plus rapidement possible. Une seule attaque suffit à faire rugir le monstre, qui jusqu'à présent avait montré une résistance hors du commun. Ses vignes se cristallisèrent instantanément. Les assauts incessants de la créature ne laissaient aucun répit à notre jeune héros, lequel était contraint de continuer le combat malgré la souffrance. Il se précipitait vers le cœur du monstre, esquivant habilement ses vignes pour lui porter le coup fatal. L'impact faisait hurler la créature de douleur, signe que la frappe avait atteint son but. Mais même dans son agonie finale, la bête n'abandonnait pas, attaquant notre héros avec une ténacité surprenante. Alors qu'Arthur était pris au dépourvu, les vignes s'apprêtaient à l'embrocher. Heureusement, elles furent stoppées net par la cristallisation qui se forma à quelques centimètres de lui. Le monstre était vaincu, totalement cryogénisé. Dans un geste décisif, notre protagoniste combine le feu, l'eau et l'électricité, activant ainsi une magie de foudre supérieure pour réduire en miettes la montagne de glace qui se dressait devant lui. Il n'était pas question de prendre le moindre risque en laissant le monstre intact. La bataille était terminée, mais notre héros n'eut pas le loisir de savourer sa victoire. Le contre-coup de ses efforts était si violent qu'il s'effondra, agonisant. Pendant ce temps, ses parents, plongés dans leur vie de famille paisible, riaient de bon cœur. Cependant, leur joie fut brusquement interrompue lorsque, pour la première fois en 2 ans, l'anneau qu'ils pensaient ne jamais utiliser s'activa, les plongeant dans une panique affolante. Qu'était-il arrivé? Chérie. Le cœur palpitant, notre protagoniste émerge lentement de l'obscurité, mais son corps est encore meurtri, torturé par la douleur lancinante qui lui arrache des gémissements de souffrance. Des éclats de sang maculant ses lèvres. Elijah, son sauveur, se tenait à ses côtés. Alors qu'il lutte contre l'agonie, notre héros murmure des mots à peine audibles, un dernier espoir de salut. Gant, cassé, cristal. Elijah comprend l'urgence de la situation et agit sans tarder. Il avait deviné ce qu'Arthur lui demandait. Briser le cristal de son gant pour invoquer le pouvoir curatif qu'il recèle, son seul espoir de guérison. Et l'effet est instantané. Une vague de soulagement envahit Arthur, dissipant la noirceur de la douleur qui le tenaillait. Malgré ses pensées envers le traître, il se redresse et demande après Jasmine. Elle était allongée à proximité de lui, elle aussi victime d'une attaque féroce de Lucas. Prompt à agir, Arthur implore Elijah de lui venir en aide. Et ce dernier ne tarde pas à répondre à son appel, utilisant la pierre de guérison avec une habileté fébrile. Les battements du cœur de Jasmine se stabilisent, sa respiration retrouvant une régularité apaisante. À l'extérieur, Sylvie était ravie que son père se soit enfin réveillé et se sente mieux. Elle survolait les environs tout en observant Lucas s'éloigner. Elijah, le sauveur providentiel, pouvait enfin relâcher son souffle, laissant place à un soulagement teinté de surprise. Qui aurait cru que le mystérieux Note, l'épéiste masqué, serait un garçon de son âge? Arthur était surpris par ces paroles. Il venait de découvrir qu'il n'avait plus son masque, mais il est déjà trop tard. Notre héros s'inquiétait immédiatement pour ses équipements et surtout son épée. Elijah le rassurait, lui disant avoir tout récupéré. Le masque tombé, Arthur se présente officiellement. « Je suis Arthur Leywin », disait-il avec le sourire aux lèvres, le remerciant de l'avoir sauvé, en ajoutant qu'il aurait pu fuir comme une certaine personne. « Elijah, vraiment merci de nous avoir gardés en vie. » Elijah disait qu'il n'aurait pas pu supporter d'être mis dans le même bateau que ce traître. Mais alors que l'heure est à la camaraderie retrouvée,
Arthur réalise soudain qu'il se trouve dans un abri insolite, forgé de métal, témoignant d'une maîtrise rare et précieuse. Une compétence réservée aux nains, un royaume mystérieux et insaisissable. Elijah, un fils de ce royaume, se trouve désormais exposé aux yeux de son nouvel ami. Il confirme tout gêné les dires de notre héros, partageant les fragments épars de son passé énigmatique en attendant que Jasmine se rétablisse. Il a été élevé par l'ancien Radéas du royaume des nains. Cependant, il n'a aucune connaissance de ses origines. Il menait une vie ordinaire jusqu'à ce jour où il a atteint le palier orange foncé. À son réveil de sa perte de connaissance, il était entouré par d'étranges pics de métal. Et à cet instant, l'ancien lui disait qu'il était temps pour lui de sortir explorer le continent sans lui donner d'explications supplémentaires. Tout ce qu'il sait est ce qu'il doit faire avec ses pouvoirs et d'où il vient. Il était curieux à propos d'Arthur et de ses pouvoirs, ce qui est évident, étant donné ce à quoi il avait assisté plus tôt. Notre protagoniste, confiant dans la loyauté de son compagnon, se livre à son tour. Il a 11 ans et est un augmenteur quadri-élémentaire, maîtrisant les arcanes de la glace et de l'électricité, avec en prime le don mystérieux de dompteur de bêtes, le pouvoir qu'il a vu plus tôt. Ce pouvoir lui permet d'acquérir les compétences de sa bête pendant un temps limité. La réaction d'Elijah était assez comique, son cerveau surchauffait. Lui qui pensait être un monstre pour ses 12 ans d'âge, venait de rencontrer un maître dans le domaine. Ils riaient tous les deux à cela. Pendant ce temps, Jasmine se réveille enfin. Et dès qu'elle aperçoit Arthur, elle se jette sur lui comme si sa vie en dépendait. Ses larmes de soulagement coulent à flot, tandis qu'elle implore son pardon avec une intensité presque dramatique. « Je t'en prie, pardonne-moi » gémit-elle, s'accrochant à lui comme une naufragée à une bouée de sauvetage. Arthur la rassure, lui disant que tout va bien, mais elle ne l'entend pas de cette oreille, criant à plein poumon que rien ne va. Jasmine se sentait coupable d'avoir échoué à le protéger. Une scène digne d'un film aux regrets les plus poignants. Après ce moment émouvant, Jasmine sort de son sac un kit de soins de secours et prodigue les premiers soins aux deux garçons. Merci infiniment, Jasmine. Et Elijah. Notre protagoniste était reconnaissant. Il avait retrouvé des couleurs à vue d'œil. Et tandis que le calme revient peu à peu dans leur abri de fortune, l'heure est venue pour nos héros de reprendre le chemin du retour. Arthur est rongé par la curiosité, désireux de savoir si quelqu'un d'autre a survécu. Elijah lui assure que non, cependant, il dit avoir réussi à invoquer une barrière de métal au-dessus de Samantha juste avant qu'ils ne soient séparés par l'effondrement. Nos héros pensent à la localiser rapidement. Elijah utilise de fait un sort de localisation par pulsion sonore et parvient par miracle à la retrouver, indemne mais blessée. Il faut la sortir de là au plus vite. Bien qu'inconsciente, sa vie n'est pas en danger. Une lueur d'espoir pour tous dans ce chaos environnant. Jasmine la prend avec elle afin de la ramener en sécurité. Pendant ce temps, notre protagoniste jette un œil aux environs, cherchant désespérément le noyau du gardien, mais en vain. Ah, la perte d'un trésor aussi précieux reste déconcertante. Alors qu'il s'apprête à partir, tout se met soudain à trembler. Elijah se prépare immédiatement au pire. Qu'est-ce qu'il se passe encore dans un moment pareil? Mais Arthur le rassure. Tout est sous contrôle, car un allié approche. Mais quelle est la taille de ton allié? Il s'agissait de Sylvie, majestueuse dans toute sa splendeur de dragon. Très heureuse de revoir son père dans un geste chaleureux, elle lui offre une coupe de cheveux spéciale. Sa présence stupéfiait Elijah, qui voyait pour la première fois de sa vie un dragon en chair et en os. Jasmine bénéficiait aussi d'une attention particulière de Sylvie. Il est temps de partir. Sylvie propose de tous les transporter. Ils avaient décollé et s'envolaient en direction de l'extérieur. Ils devaient revenir sur leurs pas, de la même manière qu'ils sont entrés dans le donjon. Les créatures du donjon, habituellement coriaces, prenaient la fuite dès qu'elles croisaient le regard de Sylvie. Les monstres immortels hurlaient, essayant de les attaquer de nouveau. Mais ils ne faisaient pas exception à la règle. Eux aussi prenaient la fuite quant à la vue de Sylvie. Jasmine ne comprenait rien à ce qui se passait. Cependant, Elijah, lui, avait parfaitement cerné la situation.
Il y avait désormais une puissance bien supérieure dans la place. Samantha ouvre enfin les yeux et, d'une voix douce, murmure « Tu es bien mieux sans ton masque » lorsqu'elle voit Arthur. « Ne parle pas, Samantha, garde tes forces. » Elle lui annonce également avoir retrouvé son masque et en prime, le noyau du gardien, l'artefact de la bête de classe S qu'il a vaincu. Arthur la remercie chaleureusement et propose de vendre le noyau pour ensuite partager l'argent entre eux tous. Cependant, cette proposition est catégoriquement refusée par ses compagnons. Pour eux, il est celui qui a vaincu le monstre, il est donc plus que juste qu'il garde les récompenses. Touché par leur générosité, notre héros les remercie du fond du cœur. Il demande ensuite à Jasmine et Elijah d'aller chercher de l'aide à la guilde des aventuriers pendant qu'il reste auprès de Samantha. Profitant d'un moment de répit, il utilise un parchemin pour rassurer ses parents de son retour imminent. Voilà, au moins comme ça ils seront tranquilles. Arthur est intrigué par la capacité de Sylvie à se transformer et lui demande si elle peut toujours le faire. Elle lui montre alors clairement qu'elle possède encore ce pouvoir, prenant une forme moins remarquable. Sylvie lui demande si cette apparence est convenable et notre protagoniste approuve. Alors que le calme revient, notre héros absorbe l'énergie du noyau du gardien pour se régénérer complètement. Cependant, ses pensées se tournent vers Lucas Wykes, le traître de l'équipe, et son regard déterminé en dit long. Peu importe le temps que cela prendra, je ne me contenterai pas d'une simple vengeance, disait-il. Samantha se remettait doucement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Pendant ce temps, la famille de Brald pleurait sa perte avec une profonde tristesse. De l'autre côté, les autres survivants faisaient leur rapport au chef de guilde et, au pire moment possible, Lucas fait une entrée fracassante digne de sa personne. Tous brûlaient d'envie de lui faire payer, mais Arthur les arrête. Le traître, dans un élan sarcastique, commence à faire des blagues de mauvais goût sur les défunts, riant et plaisantant sur les sacrifices qu'ils ont probablement dû faire pour survivre, jusqu'à ce qu'Arthur le fasse taire d'un geste furieux. « Maître, votre oreille, hein? Du sang !» Son oreille avait reçu un cadeau tranchant. Se levant de sa chaise, notre protagoniste libère son aura écrasante et s'avance lentement vers Lucas. « Hey, qu'est-ce que tu crois faire? Reste là! Obéis, petit insolent! Tu l'auras voulu! » Malgré les tentatives des gardes du traître pour arrêter notre protagoniste, ceux-ci semblaient impuissants face à sa détermination. Ils étaient tels des enfants brandissant des brindilles devant lui et se faisaient écarter les uns après les autres. Caspienne hurlait « Monsieur Note, ne faites pas ça !» Mais Arthur, émettant une pression des plus hostiles, avait déjà lancé son attaque. Le traître se tenait la tête, réalisant qu'il était pris au piège. Heureusement pour lui, Arthur récupéra simplement son épée, présentant ses excuses en expliquant que celle-ci lui avait glissé des mains. Peu après, Lucas s'était emmené à l'infirmerie, et une fois la situation apaisée, le chef de guilde disait à Arthur « Vous ferez mieux de ne pas provoquer Monsieur Wykes, comme vous venez de le faire. Cela dans votre propre intérêt. » Ces paroles résonnèrent profondément en Arthur, qui y vit une forme de menace déguisée. Dans une colère sombre, il réplique « Pensez-vous réellement être assez fort pour le protéger de moi ?» Caspienne ressentait une pression insensée émanant d'Arthur. Cependant, il lui expliquait que ce n'était pas une menace, bien au contraire. Il essaye plutôt de protéger Arthur. En réalité, même si vous parvenez à vous débarrasser de Lucas, la maison Wykes ne restera pas les bras croisés. Ils s'en prendront à Madame Flameworth et à tous ceux qui lui sont liés, que votre identité soit révélée ou non. De plus, le demi-frère de Lucas possède une puissance monstrueuse. Vous êtes insignifiant à côté de ce monstre pour le moment. Il est stoppé dans son élan par notre protagoniste qui le remercie pour ses conseils et, puisqu'ils sont seuls, il peut alors aborder des sujets plus sérieux. Assis tel un roi sur son trône, notre héros dit à Caspien « Vous êtes un homme assez intelligent qui a dû se rendre compte que me venir en aide n'était pas seulement dans votre intérêt, mais aussi dans celui de la guilde, n'est-ce pas ?» À ces mots, le chef de la guilde pouvait de nouveau ressentir la pression qu'exerçait l'homme qui se tenait devant lui.
y répondait disant « Aussi longtemps que c'est en notre pouvoir, je serai ravi d'offrir n'importe quelle assistance dont vous auriez besoin. » Levez-vous, le juge est arrivé! Une audience était organisée par la guilde afin de déterminer le degré de culpabilité de Lucas et les sanctions qu'il devait encourir. Après une analyse minutieuse des faits, la sentence tombe. Lucas Wykes sera déchu de son rang A et interdit de postuler en tant qu'aventurier jusqu'à nouvel ordre, annonce le juge. Un sourire satisfait étirait les lèvres de Lucas. Arthur pensa avec un brin d'amertume « Donc pour un crime pour lequel il aurait normalement été emprisonné, il n'a reçu qu'une claque au poignet. » Silence dans la salle! Ce n'était pas fini. Les sentences devaient continuer. En effet, en raison de son animosité envers Lucas Wykes, le juge bannit l'aventurier Arnaud de la ville jusqu'à ce que Lucas intègre l'académie de Xyrus. Un sourire suspect se dessinait sous le masque d'Arthur. Jouant la comédie, notre héros feignait de protester contre cette sanction, tandis que Lucas affichait un air fier, esquissant un sourire. Le juge était catégorique. Le verdict est sans appel, disait-il. Il ajoute cependant que Monsieur Notte peut poursuivre sa carrière d'aventurier tant qu'il évite tout contact avec Lucas ou la famille Wykes. Insatisfait, Lucas hurlait, demandant à connaître l'identité d'Arthur, mais le juge refuse, arguant que pour maintenir la paix, ils ne peuvent pas révéler cette information. Cependant, il le rassure en lui assurant qu'ils surveilleront Arthur en permanence pour s'assurer qu'il ne s'approche pas de lui. Alors que Lucas osait encore proférer des menaces en partant, notre héros n'en avait cure, le fixant d'un regard déterminé qui semblait dire « Attends-moi à tout moment, mon petit ». Lucas Wykes était pris de panique. Il savait qu'il s'en était pris à la mauvaise personne. Monsieur Notte, c'est par ici. Allons-y, s'il vous plaît. Une fois tout terminé, le juge escorte Monsieur Notte vers la sortie par la porte arrière et il aimerait s'assurer que cette petite comédie était au goût de notre héros. Arthur le remerciait d'avoir accédé à sa requête. Il s'agissait en réalité d'un service que notre protagoniste avait demandé au chef de guilde plus tôt. En partant, il lance au juge d'un ton confiant. « Je vois que les dirigeants de la guilde ont quelques ressources. Au moins, tu sais qui soutenir. Je m'en souviendrai. » Le juge frissonna. Il venait de réaliser qu'il avait pris la bonne décision en écoutant Caspien. Heureusement pour lui. Tout était enfin réglé. Notre héros avait retrouvé les siens et pouvait maintenant retourner à la maison. Ouf, enfin on pourra avoir un peu de repos. C'est clair, tu m'as arraché les mots de la bouche. Après un bout de chemin, il était temps pour Elijah de se séparer du groupe. Ah oui, attends, Elijah. Je voulais te demander quelque chose si t'es partant. Arthur lui fait alors une proposition. Le rejoindre pour se rendre à l'académie de Xyrus. Mais pour Elijah, c'est impossible d'envisager une telle école, même s'il possède les compétences requises, car les frais de scolarité sont trop élevés. Arthur le rassure alors, lui disant de ne pas s'inquiéter pour ça, de le laisser s'en occuper. Ainsi, il demande à Jasmine de ramener Elijah à la maison Leywin. Il avait une chose à régler avant de rentrer. Allons-y, Jasmine, avant qu'il ne me brise le cou. Elijah était si enchanté par la proposition d'Arthur qu'il ne pouvait que dire merci pendant qu'il s'en allait avec Jasmine. Une fois seul, Arthur ordonne « Sortez !» Caspien, qui se tenait derrière un arbre, se montre. Notre héros était toujours très tendu. Mais le chef de guilde le rassurait, lui disant qu'il est juste venu lui remettre un petit cadeau d'adieu. Qu'est-ce que c'est ? C'était un sac rempli de pièces d'or à en déborder. Notre protagoniste était perplexe quant à ce geste de la part de Caspienne. Mais ce dernier lui faisait comprendre, pendant qu'il partait, que c'était juste pour prendre quelques précautions supplémentaires une fois à l'académie. Arthur s'inquiétait surtout du risque que Lucas ait aperçu Sylvie, mais c'est alors qu'il sentait soudain une chaleur sur son épaule, laquelle l'éblouissait. Sylvie venait de changer d'apparence pour se fondre dans la foule. Elle demanda à Arthur si c'est mieux ainsi avant de s'assoupir. Elle avait compris ses préoccupations. Avant de rentrer, Arthur change de vêtements et se fait une nouvelle coiffure.
En chemin, il fait un détour nécessaire par la ville pour acheter un anneau dimensionnel afin de ranger son équipement, puis il prend un carrosse, lequel le ramène chez lui. Ah ah, il y a que tes cheveux qui ont grandi, mon bonhomme. Chérie, arrête, il doit être fatigué. T'es mal placé pour dire ça, regarde ta barbe. Un accueil chaleureux attendait notre protagoniste une fois qu'il eut regagné sa maison. Toute la famille était radieuse de le revoir, ce qui était tout à fait compréhensible étant donné qu'il avait été absent pendant un certain temps, enchaînant les missions. Monsieur et Madame Helstia étaient également enchantés de le retrouver. Ils lui annoncèrent immédiatement que leur fille suivait déjà des cours à la prestigieuse académie de Xyrus. Exprimant à nouveau leur profonde gratitude envers notre protagoniste, ils lui assurèrent qu'ils lui étaient redevables et qu'il pouvait demander tout ce qu'il désirait. Arthur avait déjà 2 ou 3 faveurs en tête. Il était clair qu'il allait demander à oncle Vincent de sponsoriser Elijah. Tous étaient impatients d'écouter l'histoire de sa descente dans le donjon. Avec Elijah, il leur raconte chaque détail. Les réactions enthousiastes de l'auditoire laissaient transparaître l'évidence. Le récit était sensationnel. Pendant ce temps, le père d'Arthur, Ray, était resté coincé au palier orange sombre depuis le départ de son fils. Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à briser la barrière pour accéder à l'étape suivante, dit-il d'un air un peu dépassé. C'est alors qu'il reçoit quelque chose dans la main. Le noyau de la bête de rang S que son fils avait vaincu. Arthur le lui avait lancé, lui expliquant qu'il restait encore un peu de mana à l'intérieur et que cela pourrait l'aider à évoluer. Son père hésitait à accepter, conscient des risques encourus par son fils pour obtenir cet artefact. Mais Arthur insistait, lui faisant comprendre qu'il serait désavantagé s'il ne progressait pas, alors que son fils était déjà au palier orange clair. Oncle Vincent était achevé par cette nouvelle, lui qui croyait avoir déjà tout entendu sur les prouesses de l'enfant prodige. Finalement, Ray accepte le cadeau avec gratitude, remerciant son fils pour ce geste généreux. Le lendemain, Vincent rencontre Arthur et lui annonce avoir obtenu des informations sur l'inventeur dont ils avaient discuté la veille, un artificier que notre héros souhaite rencontrer. Cet inventeur sera de retour dans leur royaume dans 3 jours, dit-il, suggérant d'aller à sa rencontre à ce moment-là. Notre protagoniste était satisfait de cette nouvelle et le remerciait chaleureusement. Son père les avait rejoints, tandis que Vincent devait se préparer pour une réunion urgente. Ray avait finalement franchi le palier orange sombre et se trouvait désormais au palier solide orange. Cependant, pour une raison inconnue, le noyau du gardien ne s'était pas détruit après son utilisation. Il le remit à son fils en exprimant sa gratitude pour son aide. Fils, encore merci. Plus tard, Arthur était intrigué par le fait que le noyau soit resté intact et décidait de clarifier cette énigme. Assis à l'extérieur, il se concentre afin de ressentir l'aura du noyau. Mais attendez, c'est quoi cette présence? Est-ce ce que je crois? Notre héros était sous le choc par ceux qu'il venait de voir. Était-ce une manifestation de volonté de bête? Il se le demandait. Il était déjà en possession de la volonté de la bête du dragon Sylvia, la mère de son dragon Sylvie, et l'idée d'avoir 2 volontés de bête l'enthousiasmait. Notre héros se concentra à nouveau afin de conclure un contrat avec la volonté de bête du gardien. Face à l'esprit du gardien, Arthur était jugé digne de le posséder et alors commence le processus d'acceptation du contrat. Cependant, quelque chose cloche. Notre héros est enveloppé par la volonté de bête de Sylvia, laquelle refuse la symbiose et se met à hurler, menaçant de dévorer la volonté du gardien. Arthur parvient à intervenir juste à temps, évitant de peu une catastrophe. Il s'en est fallu de peu et tout était fini. Pas de chance. Au moins je sais à qui je pourrais la remettre, se disait notre héros d'un air déçu. Il décide alors d'offrir cette volonté en cadeau à quelqu'un de spécial pour lui. Plus tard, accompagné de Vincent, Arthur partait à la rencontre de l'inventeur qu'il recherchait. Ce dernier s'appelait Gideon. Oncle Vincent, nous ne sommes pas chez un fou, rassure-moi. C'est quoi cette poubelle? L'expression de Vincent laissait entrevoir qu'il était aussi dépassé. Il n'avait pas les mots. Malgré sa réputation de meilleur inventeur du royaume, ce dernier avait une apparence des plus lugubres, presque étonnante pour quelqu'un de son statut, à croire qu'il était allergique à l'eau, tellement il était sale.
Bien qu'il n'apprécie généralement pas les visites, Vincent était tout de même le bienvenu. Le grand inventeur était plongé dans ses réflexions sur la manière de parcourir de longues distances sur l'océan. Une demande émanant de la famille royale, expliqua-t-il. Cependant, il se montre curieux de savoir avec qui Vincent est venu. Et c'est alors qu'Arthur se présente très respectueusement. « Je suis Arthur Leywin. » Arthur déclare avoir quelque chose à offrir, piquant ainsi la curiosité de l'inventeur. En réalité, il possédait la solution au problème évoqué précédemment. Il prend une feuille et commence à dessiner, mais Gideon ne comprend pas tout de suite ce qu'il fait, jusqu'à ce qu'il ait un aperçu. La surprise de Gideon était dimensionnelle, il n'en revenait pas. Un moteur alimenté par une autre forme d'énergie que le mana, disait-il. Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt ? Arthur avait esquissé un moteur à vapeur. Cependant, le schéma était incomplet. Notre protagoniste avait délibérément omis quelques détails cruciaux et se proposait de les partager une fois les négociations terminées. Gideon venait de réaliser qu'il n'avait pas affaire à un gamin ordinaire. Il fait alors apporter 16 objets les plus précieux, les uns après les autres, dans l'espoir d'échanger contre les croquis complets. Mais Arthur n'était intéressé par aucun d'eux. Gideon se retrouve alors désespéré, comprenant qu'il lui faut tenter le tout pour le tout afin d'obtenir les plans complets. L'artificier de renom du royaume, devant qui tous les inventeurs se mettraient à genoux, était impuissant devant la connaissance de notre protagoniste. Il n'avait pas d'autre choix que d'apporter les pendentifs, 2 joyaux spécialement conçus pour la famille royale. Fabriqués à partir de noyaux de bêtes de phénix, des créatures aussi rares que les dragons, ces pendentifs étaient un exploit de l'artisanat de Gideon. Ceux-ci étaient dotés d'une capacité spéciale. En cas de grave danger, le porteur du collier serait automatiquement transporté vers le lieu le plus sûr, imitant ainsi l'action du phénix. Pour notre héros, cette offre était plus que tentante. Ces pendentifs pourraient assurer la sécurité de sa sœur et de sa mère en cas d'absence de son père ou de lui-même, pensait-il. Cependant, il n'était pas disposé à remettre les plans du moteur sans savoir dans quel but il serait utilisé. Pourquoi vouloir parcourir les océans ? Gideon n'avait de nouveau pas d'autre choix que de révéler la vérité à Arthur, ce qui le plongea dans une rage contenue, traitant Arthur de petit esprit maléfique. Apparemment, vous ne voulez vraiment pas ces plans. Gideon explique la raison de leur projet. Il semblait qu'ils étaient convaincus de l'existence d'un autre continent au-delà de l'océan. Je vois. Alors, c'était donc vrai. Apparemment, Vincent était au courant de quelque chose à ce propos. En réalité, il y a quelques années, un aventurier avait accidentellement touché ce qui semblait être une bête de mana presque invisible, et sur elle était attaché un artefact qui capturait des vues aériennes des 3 royaumes. Pour Arthur, cela ne constitue pas une preuve suffisante pour étayer une telle affirmation. Il soutient que n'importe quel autre artificier de leur continent aurait pu réaliser une telle invention. Gideon réaffirma alors son titre de meilleur artificier de tout le royaume et fournit d'autres informations qui le confortaient dans cette conclusion. Cela impliquait l'existence probable d'artificiers et de mages bien plus puissants au-delà de l'océan. Après ces explications, notre protagoniste lui remet alors les plans complets du moteur, espérant également être tenu informé des découvertes futures. En route vers le lieu où la famille royale ferait officiellement l'annonce concernant le nouveau continent, Arthur et Vincent rencontrèrent Elijah et Sylvie, décidant de cheminer ensemble. Dis, t'as une idée de ce que va déclarer le roi ? Non, pas vraiment. Il se passe quoi là-bas ? En chemin, ils sont témoins d'une scène des plus effarantes. Jeunes garçons de leur âge étaient en train de subir un traitement impitoyable. Et qui étaient les auteurs de cette tyrannie ? Eh bien, rien de moins que certains étudiants de l'académie Xyrus. Des nobles arrogants d'un genre particulier, perpétuellement enclins à se croire supérieurs au commun des mortels. Ils martyrisaient sans pitié le pauvre garçon à cause de sa race, lui qui était un nain. L'une des brutes, armée d'une barre métallique, s'apprêtait à infliger un coup dévastateur au jeune homme, mais fut violemment bousculée par l'intervention héroïque de Elijah, qui était venu au secours du malheureux. Est-ce que ça va ?
Cette situation mit le harceleur enragé. Il se mit à frapper Elijah qui osait lui tenir tête. « Comment oses-tu interrompre mon plaisir ?» lança-t-il avec un air hautain. Même si Elijah est un mage de rang A, il se retrouvait impuissant car l'utilisation de la magie était strictement prohibée en dehors de l'école et il n'est pas compétent en combat rapproché. Il devait donc réprimer sa colère, tandis que les harceleurs se tournèrent également vers lui. Lui aussi étant un nain, Vincent envisage faire appel aux gardes avant que la situation ne dégénère, mais il est retenu par Arthur. L'expression qu'il arborait ne pouvait que laisser imaginer le degré de colère de notre protagoniste. Tenant fermement Elijah par les cheveux, le harceleur s'apprêtait à abattre sa barre de métal sur lui. « Assez !» mais fut brusquement interrompu par un bruit sourd. C'était notre protagoniste, très énervé, lequel tenait un bâton. Les brutes se moquèrent de lui, le qualifiant de simple paysan avec lequel il n'aurait aucun mal à jouer s'il le veut. Eh bien, voyez-vous ça ? Ça tombe bien. Moi aussi, j'adore jouer. La tension électrique imprégnait l'air tandis qu'oncle Vincent se retrouvait submergé par la panique. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit, se demandant frénétiquement quoi faire dans cette situation inattendue. Jamais il n'avait vu Arthur dans un tel état, et la peur pour la vie des étudiants s'emparait de lui. Ces tentatives désespérées pour arrêter notre héros avant que le pire n'arrive étaient vaines, alors que les étudiants, moqueurs, observaient la scène avec amusement. Regardez, le vieux essaye de le protéger, comme c'est décevant. J'essaye de vous sauver la vie, bande de fainéants. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Tu veux bien me laisser passer, oncle Vincent ? Dépourvu de mots, Vincent cédait devant la demande courtoise d'Arthur de lui laisser le passage. Un premier étudiant, empli d'arrogance, déclarait son intention de mettre fin rapidement à tout cela, sans souiller son costume avant de se jeter sur Arthur. Mais avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, il était terrassé par un coup de bâton magistral, sous le regard médusé des autres. Il était au sol. Apparemment, tu as quelques tours dans ta manche ? Le deuxième étudiant, dans son élan de confiance, tentait une attaque rapide, mais se retrouvait également puni par le bâton vengeur d'Arthur. Le troisième, imprégné de la magie de poing surpuissant de sa famille, était confiant quant à sa victoire. Cependant, il se sentait pourtant vaciller sous le regard impénétrable de notre protagoniste. Malgré sa tentative d'assaut, il était rapidement terrassé par un coup de poing d'une force inouïe, lequel l'envoyait valser. Était-il sérieusement en train de planer ? Telle était la question qui lui trottait en tête avant qu'il ne s'écrase au sol telle une patate. En observant Arthur et les autres s'en aller, le harceleur prenait conscience qu'il venait réellement de perdre face à celui qu'il a appelé roturier plus tôt. Il ne pouvait l'accepter. La frustration de ce dernier atteignait son paroxysme, le poussant à enfreindre toutes les règles pour attaquer Arthur par derrière, usant de toute sa magie dans un ultime effort désespéré.